Bonsoir à tous. À l'occasion du passage à la nouvelle année, le grand débat est allé à la rencontre de nos concitoyens qui vont donner leur point de vue sur les différentes actions entreprises par le CNSP durant l'année 2025 et les perspectives pour l'année 2026. Nous allons également, au cours de ce débat, parler de la mobilisation générale décrétée par le gouvernement il y a quelques jours et sans oublier d'évoquer le deuxième sommet de la Confédération AES à Bamako qui a été de l'avis de nombreux observateurs un succès éclatant tant par la qualité de l'organisation que par la quinquétance des messages livrés par les trois chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel à l'occasion de ce sommet. Pour parler de tous ces sujets, nous avons sur ce plateau M. Ibrahim Idrissa, président du Conseil national de la jeunesse, membre du Conseil consultatif de la refondation. M. Ibrahim Namewa, président de la Fédération Niger Unie et membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable. Et M. Soulé Talata Abdussalam, secrétaire chargé de la presse du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler du bilan de l'année 2025 et les perspectives pour l'année 2026 où le gouvernement vient de lancer une mobilisation générale des citoyens nigériens non seulement pour faire face aux menaces de déstabilisation de notre pays par les puissances occidentales dont la France, mais aussi et surtout pour susciter un sursaut patriotique de tous les compatriotes qui doivent se mobiliser pour l'effort de la guerre et pour la construction de notre pays. Ceci dit, quel bilan peut-on tirer de l'année 2025? Quelles sont les actions concrètes réalisées par le CNSP en 2 ans de gestion du pouvoir? Quelles sont les perspectives pour l'année 2026 et même les années à venir? Quels commentaires vous suscite la décision du gouvernement de décréter une mobilisation générale sur l'ensemble du pays? Vos réactions et analyses dans ce débat. Alors, première question, quel bilan peut-on tirer de l'année 2025 qui vient de s'achever? Monsieur Ibrahim Idrissa, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion, encore une fois, sur ce plateau, de nous prononcer par rapport à l'actualité nationale. D'accord. Pour ce qui nous concerne, côté jeunesse, Conseil national de la jeunesse. Conseil national de la jeunesse, on a accompagné les efforts de la refondation depuis le début aux côtés des autres forces vives de la nation. On a vu les actions qui se sont inscrites sur les différents piliers de la Confédération, à savoir la défense, la diplomatie et le développement. Beaucoup de réalisations qui ont été appréciées par le Nigérien. Donc, il y a eu des institutions, il y a eu quand même le Conseil consultatif de la refondation qui a été créé. Tout est installé. Venu combler donc l'appareil de l'État. Il y a eu beaucoup d'avancées au plan sécuritaire, avec notamment la mise en place d'une force conjointe unifiée de l'AES, qui permet de coordonner les actions et de donner une directive à agir à tout moment. Donc la fluidité d'intervention sur l'espace confédéral a permis quand même d'avoir une avancée sur la défense de notre territoire. On a constaté une avancée significative en termes donc des attaques terroristes qui ont diminué drastiquement, mis à part quelques attaques de banditisme qui ne manquent pas. Il y a eu aussi la mise en place du Parlement confédéral qui a été acté, mais aussi l'instauration de la rencontre des chefs d'État qui a été le sommet de Bamako, récemment, qui a donné la présidence au Burkina Faso. C'est ça. Et bien d'autres au plan de développement. Nous avons observé donc la mise en place d'une banque confédérale qui a beaucoup d'objectifs en termes de développement. Tout à fait. Et donc de manière générale, ce sont des avancées comme ça que nous notons, qui rentrent à l'actif de cette année et qui fondent beaucoup d'espoir sur l'avancée donc en termes à long terme. Donc c'est sur ces différents fondements que nous comptons
C'est ça. Pour que ça puisse bouger d'un point de vue du développement et puis de la diplomatie. Au plan diplomatique aussi, on a vu un peu l'ouverture de notre pays et de l'espace confédéral à travers les autres nations, comme la Chine, l'Iran, etc. Donc les pays s'ouvrent au reste du monde. La Russie, pardon. Voilà, la Russie. C'est une grande décision, une avancée majeure que le peuple a appréciée parce que en termes de refondation avec notre souveraineté, il faut qu'on l'affirme, qu'on dise qu'on peut traiter gagnant-gagnant avec n'importe quel État dans le monde qui puisse respecter donc les décisions de notre État souverain. Le fait de voir ça réconforte, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie et ça ouvre la voie aussi à d'autres types de coopération gagnant-gagnant au-delà de ce qu'on connaît. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Dans un premier temps, on va y revenir sur cet aspect dans le débat. Merci, Ibrahim. Monsieur Noumeo, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Quel bilan peut-on tirer de l'année 2025 qui vient de s'achever? Je vous remercie pour l'invitation que vous nous avez adressée et que vous ne cessez de nous adresser. C'est la énième fois que nous prenons part au Grand Débat. C'est ça. Avant toute chose, permettez-moi, avant de dresser un quelconque bilan, de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de voir la fin de cette année 2025 dans les conditions où elle avait pris fin. C'est ça. Et permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous les Nigériens, en particulier tous les soldats nigériens qui sont tombés au champ d'honneur en défendant l'intégrité du territoire, en défendant le peuple nigérien. Parce que, il faut le dire, si cette année a pu... si on a pu faire tout ce qu'on a eu à faire courant cette année, c'est parce que quelque part il y a eu des hommes et des femmes qui étaient restés sur la frontière, qui étaient restés partout où des besoins pour défendre l'intégrité du territoire. Alors qu'ils trouvent ici tous nos hommages et prompt rétablissement aux blessés. D'accord. Ceci dit, je vais essayer de donner quelques événements marquants de l'année 2025 parce que c'est beaucoup de choses il y a eu beaucoup de choses courant cette année. On ne peut pas tout citer, mais on ne peut que dire des événements majeurs. Entre autres événements majeurs dans notre pays, pour moi, c'est le 26 mars 2025. Le 26 mars 2025. Le 26 mars 2025, date à laquelle il y a eu la signature de la charte de la refondation. La charte de la refondation. Parce que c'est cette signature de la charte qui vient donner un sens à tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la refondation. Et c'est aussi cet acte politique d'une très grande envergure qui donne le sens à tout ce que plus tard le Niger va devenir. Parce que c'est à cette date, le président, le chef d'État, Abdrahmane Tiani, a pu être élevé au titre du président de la République. C'est juste. C'est aussi à cette date qu'il a été élevé aussi au grade du général d'armée. Tout à fait. Et c'est cette date qui a marqué la signature, comme je le disais, de la charte de la refondation. Tout ce que nous sommes en train de faire après, c'était des choses qui sont prévues par cette charte. Il faut saluer, après ça, il faut saluer effectivement la volonté politique dont le président Abdrahmane Tiani fait montre, ainsi que le gouvernement, de mettre en œuvre le contenu de la charte. On constate avec fierté que tout ce qui a été prévu dans cette charte-là est en train d'être mis en œuvre. Autant que faire se peut, comme on l'a dit. Surtout, on constate l'installation progressive des organes, des institutions, de la refondation. Tout ça, c'est vraiment très important parce que la refondation elle-même ne peut s'effectuer que lorsque des organes et des institutions sont installés. Autre chose très importante, c'est effectivement ces moments tumultueux qu'on avait connus. Peut-être que beaucoup ne l'ont pas senti, ceux qui ne s'intéressent pas à la chose publique ou à ceux qui ne s'intéressent pas à la chose politique. Mais il y a un moment tumultueux des menaces
qui a pesé, qui a continué à peser sur l'espace AES et plus précisément sur le Niger par rapport à cette promesse de déstabilisation faite par les ennemis de la Confédération des États du Sahel et les ennemis du Niger. Peut-être c'est pour cela que j'avais commencé par leur rendre hommage, parce qu'il y a des hommes de l'ombre qu'on ne voit pas et qui ne font pas trop de bruit, mais qui se sont sacrifiés, qui ont fait un travail énorme pour que notre pays puisse exister, pour que nous continuions à mener nos activités sans être dérangés. Je parle des FDS. C'est pour dire que effectivement, il y a eu beaucoup de choses courantes cette année 2025, et qui a fini par être couronné par un certain nombre des activités, tant administratives, politiques et même sociales. Et il y a eu aussi ce deuxième sommet des chefs du collège des chefs d'État de l'AES. C'est sommet de tous les enjeux. Et c'est sommet qu'il faut saluer. L'impérialisme avait tout fait pour empêcher la tenue de ce sommet-là. Mais quand même, les hommes ont pu tenir et ils ont défendu vaillamment l'AES et que le sommet a eu lieu. Et ce sommet a pris des décisions éminemment importantes, parce que, comme vous le savez, l'AES était installé sur 3 piliers, comme on l'a dit, les 3D, la défense, la diplomatie et le développement. Et effectivement, pour être cohérent, pour le besoin de la cohérence institutionnelle, au niveau de ces sommets, ils avaient réussi à organiser 3 protocoles additionnels au traité de la Confédération des États du Sahel. Il y a ces 3 protocoles additionnels qui concernent les 3 domaines: économie, développement et diplomatie. Et il y a aussi des outils de travail qui ont été installés, tels que la Banque confédérale, que tout le monde avait vu, qui est devenue maintenant une réalité, une banque d'investissement et de développement qui va très bientôt démarrer ses activités. Il y a eu cette force unifiée. On est parti des opérations conjointes. On est arrivé maintenant à un commandement de l'état-major unifié, ce qui veut dire que désormais, cette force étant une réalité, avec son état-major unifié, elle peut être plus opérationnelle qu'auparavant, avec plus d'efficacité, parce que désormais, elle est dotée et des moyens et de commandement. C'est ce qui est très important. De l'autre côté, il faut aussi parler des actions diplomatiques. J'avais parlé de ces protocoles additionnels qui ont été signés et tout ça. Et il y a un autre outil important, même s'il ne s'inscrit pas dans la logique des 3-2, mais quand même, ce n'est pas à négliger, c'est quand même très important. On a réussi désormais à doter les 3 pays des moyens de communication. Quand on voit la télévision AES qui est installée au Mali, la radio au Burkina Faso et la presse écrite au Niger, c'est éminemment important, parce que désormais, les chefs d'État de la Confédération ont décidé de protéger la population de l'espace AES. Ils ont décidé de mettre à l'abri la population de l'espace AES, à l'abri de quoi? À l'abri de la guerre informationnelle. Désormais, la population de l'AES n'aura plus à consommer les déchets informationnels qui vont être produits de l'autre côté dans le cadre des narratifs de destruction et qui vont être balancés au niveau du Sahel pour leur faire consommer ça. Désormais, nous, en tant que population de l'AES, nous allons consommer des informations vraies, vérifiées et surtout utiles pour le développement de notre espace confédéral. C'est très important. Il y a beaucoup de choses, peut-être on va y revenir plus tard dans le débat. Merci Nouméo, merci. Souley Talata, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce bilan qu'on peut tirer de l'année 2025 qui vient de s'achever? Merci beaucoup, M. Timogo. Je voudrais, au premier abord, avant d'aborder cette première question, remercier la radio-télévision nationale, la RTN, de nous avoir offert ce cadre d'échange qui permet effectivement de pouvoir s'intéresser sur des questions d'intérêt national. C'est vraiment un acte que nous saluons beaucoup, parce que
il faudra le dire, c'est depuis l'arrivée du Conseil national pour la sauvegarde à la tête de l'État. En tout cas, on constate que vraiment la liberté d'expression est vraiment démise. Donc, par rapport à cette première question sur le bilan de l'année 2025, je voudrais dans un premier temps faire une sorte de rétrospection par rapport à ce qui a jailli après le 26 juillet 2023. Je voudrais que nous nous rappelons tous que le lendemain du 26 juillet 2023, notre pays était confronté à des difficultés majeures d'ordre national et même international, où notre pays était soumis à des menaces graves, à des sanctions jamais égalées dans toute l'histoire de l'humanité à un pays. Mais malgré tout, en tout cas, notre pays a su quand même contenir tous ces chocs. Et ceci est à mettre à l'actif non seulement des autorités de transition, mais également de la population nigérienne, qui n'est pas restée en marge de tout ce qui a constitué, en tout cas, l'élan qu'il fallait faire pour pouvoir contrer ces menaces. On nous a coupé l'électricité, on nous a empêché à ce que des médicaments rentrent chez nous, avec l'embargo, la fermeture des frontières. On a planifié un plan diabolique pour nous attaquer physiquement. Tout ça là, la population était restée debout pour dire non, pour se contrer et puis pour pouvoir empêcher cela. Maintenant, par la suite, il y a certaines difficultés qui ont été constatées au courant de la fin d'année 2023 et même en début d'année 2024. D'accord. Et même à la fin d'année 2024. Okay. Toutes ces situations ont fait que les gouvernements avaient décidé finalement de convoquer les assises nationales. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là le point de départ des, comment on appelle ça, du développement que nous aurons constaté au courant de cette année 2025. C'est ça. Parce que ce sont les assises nationales qui ont permis de consulter le peuple avec toutes les différentes couches, sans exception aucune. Il n'y en a pas une frange, une couche nigérienne qui n'a pas été associée dans le cadre du débat pour les assises nationales. Bien sûr. Les participants se sont dispersés en commission, en sous-commission pour pouvoir travailler. Et puis, à l'issue de ces assises, il a été, comment on appelle ça, il a été remarqué de la nécessité de la signature ou de l'institution de la charte de la refondation. Oui, tout à fait. Cette charte de refondation qui a été finalement adoptée et qui fait office de constitution. Et c'est ce qui a permis, comme l'a dit le camarade Namewa, c'est ce qui a permis à l'État de se décongestionner par rapport à un certain nombre de blocages dont l'État nigérien faisait face. Ça a permis au général qui était général de brigade de devenir général d'armée, d'être président de la République, chef de l'État, et de pouvoir avoir un champ large du point de vue diplomatique et du point de vue institutionnel pour pouvoir en tout cas impulser la politique donc, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Après cette comment on appelle ça, ces assises nationales, donc il y a eu la mise en place du Conseil consultatif de la refondation, qui est également un instrument juridique très important et qui allait effectivement permettre au gouvernement d'avoir un levier sur qui il faut compter pour pouvoir contrôler et puis aller impulser des actions diplomatiques concrètes. Un conseil consultatif, je dois dire qu'il est à sa 3e session, puisqu'il y a eu 2 sessions ordinaires plus une session extraordinaire. Qui a été récemment convoquée. Voilà. Donc sur cet aspect, vraiment, on ne peut qu'encourager le gouvernement, on ne peut qu'encourager les peuples nigériens et on ne peut que dire le bilan, il est vraiment sur des bonnes bases. Par la suite, il y a eu également des actions concrètes qui ont été posées au courant de cette année 2025, parce que nous nous rappelons qu'en 2024, par exemple, au cours de la saison pluviale, il y a eu beaucoup de morts suite à des inondations. Mais il y a eu des mesures qui ont été prises. Parce que le peuple nigérien, sur ces mêmes plateaux, il y a eu un débat par rapport à bien sûr, on a fait beaucoup de débats. Le Niger a vraiment consenti d'énormes sacrifices, il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine. Mais au cours de l'année 2025, cela a été corrigé. Bien sûr, parce que des mesures ont été prises pour que vraiment la tragédie ne puisse pas. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'inondation en 2025. Bien sûr. Il y en a eu, mais compte tenu de l'expérience de l'année 2024, compte tenu des instruments qui ont été installés, eh bien, il y a eu vraiment une atténuation en termes de choc qui a été contré par ces inondations. Et par la suite également, il y a
eu la nationalisation de certaines structures telles que la Somaïr, dont une grosse part importante de cette société en termes d'action est détenue par une société française, le groupe Orano, à hauteur de 63%. Donc la nationalisation suppose simplement effectivement que le Niger est vraiment inscrit dans cette démarche-là de refondation, dans cette démarche de pouvoir, en tout cas, faire en sorte que les ressources nigériennes puissent être bénéficier aux populations nigériennes. Il y a également la nationalisation de la Nigélec, bien que la Nigélec était majoritairement détenue par l'État nigérien, mais quand même sa nationalisation a permis totalement le contrôle de cette société. Il y a également la société, la SML, la société des mines de l'Iptako, donc qui s'en charge de l'extraction de l'or. Ça aussi, cette société a été nationalisée. Ça, ce sont des actions concrètes qui montrent en tout cas la volonté de l'État à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir faire en sorte que notre pays puisse se développer. Il y a également une autre action sur laquelle peut-être je vais finir, c'est la visite du président de la République aux côtés des populations. À l'intérieur du pays. Pour la première fois, on a vu un président de la République qui s'est vêtu du costume du citoyen lambda. Les citoyens le plus reculés avaient eu le pressentiment qu'ils pouvaient effectivement toucher le président de la République, le saluer et se sentir échanger. Et ça, c'est une action qui est fondamentalement importante et qui, pour moi, est l'une des actions la plus importante de l'année 2025. Parce que le contact du président de la République avec la population a permis à beaucoup de citoyens nigériens qui étaient sceptiques au départ sur la politique même de l'État, ça les a permis de comprendre qu'effectivement ils ont en face d'eux un dirigeant qui veut du bien pour ces pays, un dirigeant qui souhaite que ces pays se développent, et toutes ces actions ont été coordonnées et concentrées pour la jeunesse. Bien sûr. Parce que c'est ça le point fondamental qu'il ne fallait pas oublier. Et ça fait plaisir quand ces mots viennent d'un représentant de l'USN, l'Union des scolaires nigériens. Ça, il faut aussi le dire. Mais bien sûr. Ça fait plaisir d'entendre ça de la part d'un étudiant. Mais bien sûr. Donc voilà pour moi, si vous voulez, un peu les différentes actions que j'ai retenues de l'année 2025 et qui vont permettre effectivement de présager une belle année 2026. D'accord. Et en ne faisant pas abstraction à ce qu'ils ont eu à dire au niveau ça, de notre espace confédéral. Au niveau de notre espace confédéral, il y a eu vraiment des actions qui ont été impulsées, qui sont de nature à aller vers une confédération véritablement basée sur l'unification de nos actions, l'inauguration de la Banque confédérale. Comme beaucoup l'ont dit. Pour moi, avec le capital de 500 milliards, au départ, je trouve cela vraiment un peu insignifiant parce que c'est un début. Nous avons des pays. C'est un début. Sans doute que ce capital va être multiplié plus tard. C'est un début, certes, mais il faut le dire parce que souvent, quand on est face à une réalité, il faudra dire les choses telles qu'elles sont, mot à mot. Parce que quand vous prenez l'architecture de nos trois pays, les Burkina, que ce soit le Burkina, le Niger ou le Mali, nous avons une pyramide des âges qui est très jeune. Ce sont des pays qui sont majoritairement dominés par les jeunes. Et aujourd'hui, l'un des défis que ces trois pays font face en dehors du défi sécuritaire, c'est la prise en charge de la jeunesse. Tout à fait. Parce que la jeunesse, elle est restée comme ça. Beaucoup de jeunes ont étudié, beaucoup de jeunes sont diplômés, mais il n'y a pas de perspective d'emploi. C'est juste. Et ça, c'est un véritable problème. Et cette banque confédérale, justement, aura la lourde responsabilité de pouvoir créer les conditions pour accompagner tout esprit d'entrepreneuriat que cette jeunesse va insuffler. Et pour cela, il faut beaucoup de moyens. D'accord. Donc pour moi, vraiment, il faut que... C'est sûr que votre message sera entendu. Voilà, donc il faut vraiment que la somme qui est initialement prévue pour le démarrage de cette banque confédérale, il faut que ça soit revu au courant de l'année 2026 et pourquoi pas quadrupler ou quintupler cette somme pour pouvoir vraiment prendre en charge cette jeunesse qui
a toujours accompagné nos États et qui a toujours été une jeunesse qui souhaiterait en tout cas apporter sa pierre à l'édifice. Donc voilà, moi... J'espère que ce cri de cœur sera entendu. C'est ce que je peux dire par rapport à la première question. Merci Talata, vraiment pour ces explications. On va insister sur les 2 ans de gestion du pouvoir par le CNSP pour voir les actions vraiment très visibles qu'on peut retenir, indépendamment de ce que vous avez déjà avancé. Je parle vraiment de ces 2 ans, puisque le CNSP est arrivé le 26 juillet 2023. Ça fait 2 ans, et on a vu au cours de ces 2 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées. C'est juste pour s'attarder un peu sur quelques actions très concrètes pour montrer vraiment à l'opinion publique nationale et internationale ce qui est en train de se passer. Le changement qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Voilà. Quelques actions visibles, je dis. Alors, merci beaucoup. Les actions visibles, c'est bien sûr ce que nous avons déjà, on a déjà évoqué, oui, à long et à large. Mon camarade Talata a évoqué aussi d'autres aspects, à savoir la toute récente sortie du président. Du président sur le terrain, la visite. Nous avons aussi vu côté les salariés, les salaires de base a été rehaussé. A été rehaussé. On a vu aussi dans un contexte où l'économie du Niger a été soumise à des difficultés, des mesures qui sont venues donc renforcer. Au plan alimentaire, l'année passée, fin 2023, début 2024, il y a une mesure donc de transport, l'interdiction d'exportation des produits vivriers. Tout à fait. Et du bétail, mais aussi l'achat de ces produits et leur stockage au niveau des OPVN, qui ont permis aux populations de faire une année exceptionnelle, qu'on n'avait pas... Sans la période de soudure. Voilà, qu'on n'avait pas, qu'on craignait et qui est venu donc se passer dans de bonnes conditions. D'accord. Les sacs de 1000, les autres céréales sont restés à peu près à la portée des citoyens lambda, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, ce sont des mesures qui ont été prises. Au début, les populations étaient un peu réticentes. Par après, c'était à l'actif, c'était pour l'intérêt général. D'accord. Et c'est la même chose au plan d'échange. On a facilité beaucoup à ce que la population donc, puisse bénéficier. Donc, ce sont des mesures, à mon avis, qui ont été appréciées beaucoup à l'interne. Voilà. Ensuite, il y a cette mobilisation qui a continué pour changer les mentalités, pour changer les consciences des populations. D'un point de vue de cadrage aux idéaux. Donc c'est une vision politique qui est là. C'est le rôle du Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse a participé ou pas? Nous avons participé. Et s'il a participé, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? C'est que nous avons participé. D'abord, nous avons... commencer nous-mêmes à comprendre la quintessence de la vision. De la vision, qu'est-ce qu'elle veut. Et nous avons relayé à travers nos bureaux départementaux, communaux, etc., à travers des structures qui relayent, à travers des actions en présentiel et à travers des actions sur les réseaux sociaux que nous faisons des changements de mentalité. Et ce sont des actions qui appellent au changement de mentalité des jeunes vers les valeurs. Pour que donc tout ce qui va se passer, il faut croire à la vision, il faut donner donc du sien dans la marche. Beaucoup ont entendu et ont accompagné à travers donc des informations au plan sécuritaire, à travers donc de contributions au Fonds de solidarité qui montrent donc l'engagement de ces citoyens envers la marche, mais aussi à travers leur présence sur le terrain à tout moment où on les appelle, au niveau de la mobilisation. Et on a fait beaucoup ce travail, en tout cas à notre sein, et on a mobilisé ces jeunes-là à tout moment où les autorités au niveau local, au niveau régional, en ont besoin. D'accord. Et au niveau national aussi, on a fait beaucoup de rencontres à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, où nous avons convié nos jeunes amis de l'espace confédéral et des autres États amis du Niger qui sont venus et qui ont parlé la même chose pour soutenir nos États dans la marche. Et ces actions ont consolidé nos liens avec ces États. À l'interne d'abord, entre nous, jeunes, de comprendre un peu la vision qu'il y a aujourd'hui
matière de fonder l'espoir, c'est ce qui se passe. C'est ça. Et de donner aussi notre contribution, mais aussi de dire que, bon, voilà, la marche sera avec les jeunes et nous sommes là. Bien sûr. Et nous avons accepté et nous proposons aussi pour améliorer. Et voilà ce que nous avons fait. Au niveau de l'espace confédéral, on a consolidé les liens. On a tenté aussi de mettre, même si actuellement c'est en cours, de mettre une coordination de la jeunesse de l'AES en place. Ça a débuté ici au Niger. Ça s'est poursuivi par le sommet des jeunes et adolescents à Bamako. Et nous sommes en pourparlers actuellement de le mettre en place et de plaider à ce qu'au même titre que les parlements confédéral qui a été fait, de créer un parlement des jeunes de l'espace confédéral. Ensuite, nous avons fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux pour aller contre des diffusions, des messages, des haines et aussi d'autres déviations pour renverser la tendance. Nous avons aussi appelé à la mobilisation générale tout récemment qui a été lancée par le président de la République pour dire nous entendons l'appel et nous sommes prêts à le faire. La manière la plus simple, donc, quand on regarde, les jeunes sont là, ils sont majoritaires. C'est sur eux que l'État en premier lieu compte, et nous savons l'engagement aussi du président de la République sur les questions de la jeunesse. Et nous sommes d'accord aussi qu'il y a beaucoup à faire actuellement. Donc ce qu'il y a à faire côté jeunesse, c'est de renforcer la sensibilisation. Parce que notre jeunesse, elle est prête. À nous de la cadrer pour l'amener vers un idéal. Donc le cadrage, c'est ce qu'à mon avis qu'il y a de plus important à faire. Il nous faut une tournée dans toutes les régions du Niger. Déjà le président de la République a montré la voie. Et on a vu l'engouement que ça a créé. Et les jeunes attendent à ce que quel est le feu vert. Où est-ce qu'on va aller? C'est qu'on va aller, on a déjà vu lors de la mobilisation au 26 juillet 2023, ça s'est passé de manière spontanée, mais il faut qu'on revive cette mobilisation pour dire qu'aux côtés des autorités, voilà vos jeunes, voilà la jeunesse, elle est mobilisée. Pour défendre encore une fois, comme à l'accoutumée. Ça, déjà, le CCR dont vous êtes membre a préconisé une sensibilisation. Je pense bien que le moment venu, cette sensibilisation ne se fera pas sans vous. Ça ne se fera pas sans nous, au côté CCR, mais il y aura aussi une autre action dans le même sens côté Conseil national de la jeunesse. D'accord. Ok. Un aspect, juste avant de donner la parole aux autres, je vais revenir un peu sur ce changement de mentalité qui concerne directement cette jeunesse. Et vous avez dit les choses ont commencé à bouger. Est-ce que de manière concrète aujourd'hui les vieilles habitudes là, les jeunes ont laissé ou pas? Parce que tout le problème est là. On voit au quotidien souvent certains comportements dans nos villes, dans nos campagnes, dans les villages. Comment arriver à ce changement de comportement en passant par le Conseil national de la jeunesse quand même qui regroupe toute cette jeunesse? Alors, à mon avis, comment ça va se passer? À mon avis, c'est ça le gros problème qu'on gère aujourd'hui. À mon avis, il y a eu beaucoup de changements, mais ça ne veut pas dire que nous sommes... je ne connais pas les chiffres, mais je pense qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Le travail qu'on fait et sur lequel on fonde l'espoir et qui a été bien fait, c'est toucher les jeunes structurés qui sont dans les structures des jeunes, dans les associations, les SCOUP, les ONG, et qu'on touche directement. Or, il y a une grande majorité qui n'est pas structurée, qui sont des jeunes qui ne sont pas dans les associations ni dans les conseils des jeunes, qui sont dans les villages, dans les départements, etc., vers qui nous devons aller. Avec des sujets hautement importants sur la question sécuritaire, sur la question du trafic et de consommation de drogue, sur la question du trafic des armes, du banditisme armé, etc. Mais aussi sur la question de collaboration avec les autorités administratives coutumières et des autorités de défense, les forces de défense et de sécurité. Je pense que c'est ce que nous devons faire. Et d'adopter une méthode pour aller le faire en région et aller rassembler toute cette jeunesse qui n'entend pas forcément le message. Parce que ce qui se passe, nous avons des bureaux. Nous avons par exemple 265 communes. Dans les 265 communes, on a 265 bureaux de jeunes. Pour le Conseil national de la jeunesse. Chaque bureau comporte au moins 39 membres. 39 membres multipliés par 265. Et à ce niveau, le message, la sensibilisation passe très bien. On a une fluidité, une simplicité de les rassembler et de les sensibiliser partout où nous avons besoin. Ensuite, la grande majorité n'est pas dans ces structures. La grande majorité, c'est dans le FADA, c'est dans le marché, c'est dans la vie active
comment nous allons faire pour que cette fois-ci, on ait une communication directe et franche avec cette jeunesse. Et voilà l'ambition 2026. Et si nous arrivons à le faire, mais nous allons construire une jeunesse, une population nombreuse, consciente et mobilisable à tout moment. D'accord. Merci. Nomewa, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ces actions visibles et qui est menée par le CNSP en 2 ans de gestion de pouvoir d'État? Quelques actions visibles, puisqu'il faut le noter, puisqu'on fait le bilan de l'année. En 2 ans de gestion du pouvoir d'État, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut le dire, il faut reconnaître à César ce qui appartient à César. Le CNSP a travaillé. Le CNSP a travaillé. C'est visible. D'accord. C'est visible. Peut-être que si le CNSP a eu à faire ce travail énorme, qui est constatable, dont les résultats sont là partout, peut-être c'est parce qu'il a bénéficié de l'adhésion populaire. Alors, cette adhésion populaire dont le CNSP a bénéficié a sans doute contribué à aider à ce qu'il puisse arriver à ces résultats qu'on est en train de constater, même s'il y a des petites choses qu'il faut revoir. Il y a des petits réglages à faire. Il y a des petits réglages à faire. Une des choses importantes, une des actions importantes, c'est le fait que le CNSP ait réussi à maintenir le peuple nigérien dans une sorte de mobilisation constante. Permanente. Ça, à ce niveau, les organisations de la société civile sont à remercier. Il faut les rendre hommage parce que les gens ont fait un travail énorme. D'abord, de mobilisation de la population, de sensibilisation et de recadrage à tous les niveaux, qui a permis à ce qu'à chaque fois qu'il y a des besoins, si le CNSP ou même au niveau régional, on demande à la population de se mobiliser, de sortir, la population a toujours été présente. Elle s'est toujours montrée disponible. La société civile a toujours travaillé à mobiliser la population. Et cette mobilisation, elle est sans précédent et elle est aussi constante, elle est constatable. L'autre chose qui a été faite aussi toujours, il faut le reconnaître, il y a eu vraiment une avancée significative dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, le terrorisme et le banditisme transnational. Pratiquement, il n'y a pas de semaine où on ne présente pas à la télévision des groupes de bandits interceptés, des trafiquants de drogue ou des malfrats, que ce soit au niveau des villes ou même dans les lieux, en milieu rural. Donc ça, c'est vraiment à mettre à l'actif des FDS qui font ce travail de manière constante. Et surtout, on a constaté aujourd'hui, quand vous regardez, il faut le dire, depuis un certain temps, il y a une certaine relative accalmie par rapport aux attaques terroristes que notre pays avait connues, au point où vous avez vu même les relais des terroristes, les auxiliaires de l'impérialisme n'ont plus quelque chose à publier. Ceux-là même qui attendent toujours qu'il y ait une attaque par-ci ou par-là. Quand deux FDS tombent, ils vont dire que 60 FDS ont été tués. Vous avez vu aujourd'hui, ils n'ont plus de thèmes de débat, ils n'ont plus de sujets, il n'y a plus rien à héberger sur les pages maléfiques. On se retrouve maintenant là en train de faire de l'intox, à accuser les gens à tort, sans preuve, parce qu'il faut bouger pour trouver quelque chose à gagner. Alors, l'autre chose que je vais souligner aussi, il y a eu un travail aussi très important dans le cadre toujours de la sensibilisation. Il vous souviendra que sous l'égide du ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, il a été lancé à Ottawa. Moi, j'ai pris part. Il y a eu beaucoup d'acteurs de la société civile qui étaient là-bas, avec l'ensemble des chefs, l'ensemble des AD du Niger et la chefferie traditionnelle aussi était présente. Presque toutes les couches socio-professionnelles du pays étaient là, où le ministre a lancé officiellement la caravane de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique. C'était formidable parce qu'après ce lancement, les régions ont pris les relais, chacun selon sa réalité. Ils en ont fait, les administrateurs délégués aussi ont fait ça. Ça a permis vraiment de pacifier un peu la société nigérienne et de maintenir la population par rapport, y compris à la résilience dont la population était en train de faire montre depuis un certain temps.
malgré que les effets néfastes des conséquences de l'embargo sauvage largué au peuple nigérien depuis un certain temps, parce qu'il faut le dire, les effets ont continué à se faire sentir, y compris en 2025. Parce que c'était vraiment du jamais vu. Il y a eu cet embargo-là. Malheureusement, les gens ont réussi à rester résilients pour faire échec à tout ceci. Il y avait eu aussi, il faut le reconnaître, une communication intense faite par le premier responsable du pays, le président de la République. Moi, je ne peux pas oublier les multiples sorties du président, parce que nous sommes des grandes interviews où il réussit, dans les 3 langues, ça il faut aussi le souligner, qui est rare. Voilà, où le président a toujours réussi avec brio à dénoncer les planifications de l'impérialisme, les attaques qui se planifiaient, tout ça là, c'était énorme, c'était très important, on ne peut pas occulter ça. Parce que ça a permis quand même à déjouer plusieurs plans de déstabilisation du pays et au-delà de la Confédération des États du Sahel. Bref, il y a eu beaucoup de choses, il faut le reconnaître, mais s'il y a quelque chose de réconfortant, c'est de constater que les efforts ont payé. Les résultats sont tangibles, ils sont là, on peut voir. Aujourd'hui, on peut le dire sans doute, sans risque de se tromper, que le pays est en train de se stabiliser. Le pays est en train de rentrer dans la phase glorieuse de l'exercice et d'assumation de notre souveraineté. Cette souveraineté tant recherchée, pour laquelle les gens se sont sacrifiés, aujourd'hui, elle est là. On ne cherche qu'à la consolider, à la solidifier pour qu'elle puisse être une souveraineté effective et surtout réelle. Et ça, on voit des actes même récemment. Nous avons beaucoup aimé parce qu'en tant que souverainiste, quand on voit certains actes, il faut les saluer. Le président de la République est à saluer. Nous avons aimé la réaction avec laquelle, la rapidité avec laquelle ils avaient appliqué le principe sacro-saint de réciprocité vis-à-vis des États-Unis, où le président américain pensait que le Niger d'aujourd'hui est comme le Niger des années d'avant 2023. Il a décidé sans hésitation à citer le Niger parmi les pays qu'il considère qui ne sont pas, dont les ressortissants ne sont pas dignes de visiter les États-Unis pour des raisons qui lui sont personnelles. Il pensait qu'il peut le faire partout et ça reste comme ça. Il l'a fait et le Niger a répondu promptement et correctement. Ça, c'est à mettre à l'actif vraiment du CNSP et du président de la République surtout. Et nous en sommes fiers parce que nous savons ce que ça veut dire. Lorsque vous avez des chefs d'État, des dirigeants qui incarnent l'autorité de l'État et qui ne laissent pas place à certaines velléités de violations de souveraineté, il y a de quoi se sentir fier. C'est vraiment important et on a vu plus tard les autres pays de la Confédération ont emboîté les pas. Désormais, ça va apprendre à Trump à comprendre que même s'il va prendre ses décisions les unes plus graves que les autres, il doit réfléchir sur comment faire quant à ce qui concerne l'espace AES. Ça, c'est très important. Merci. Oui, Talata, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement sur ces actions visibles? Merci beaucoup. Donc, par rapport aux actions visibles qui ont été posées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et je pense que les deux prédécesseurs ont y évoqué suffisamment, mais je vais compléter la liste. Rapidement. Donc, si vous prenez en 2 ans de gestion, malgré toutes les difficultés qui ont couronné ces 2 années, bien sûr. Donc vraiment, le gouvernement a réussi à poser des actions concrètes. Dont nous pouvons citer entre autres. Le gouvernement a réussi le pari de réduire les soins médicaux. De réduire les soins médicaux. Les soins médicaux. Parce que ça, c'est une action qui est très concrète au niveau des hôpitaux et autres centres de santé du pays. Au niveau des hôpitaux, la prise en charge des femmes et des enfants de moins de 5 ans, et la gratuité elle est mise. On a réduit les frais de plusieurs, en tout cas de plusieurs soins, ce qui se faisait auparavant à telle somme est réduit à une autre somme. Donc ça c'est une action concrète et positive, surtout dans un contexte où l'État du Niger s'était retrouvé dans une situation où il a dit qu'il en a assez des aides extérieures. Bien sûr. Donc, de tout le temps, notre pays a toujours, si vous prenez dans les années antérieures, en tout cas les 6 derniers mois de chaque année,
l'État du Niger est reposé concrètement. Son fonctionnement repose essentiellement sur les aides extérieures. Sur les aides extérieures, pour compléter l'année. Donc, le budget. Pour pouvoir l'aide budgétaire. Pour pouvoir compléter. La fameuse aide budgétaire. Donc ça, malgré toutes ces choses, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, en 2 ans, ils ont dans un premier temps, en termes d'action concrète, ils ont dans un premier temps chasser les bases militaires étrangères de notre pays. Tout à fait. Ce qui a toujours été, en tout cas, nous, à notre niveau, au niveau de l'Union des scolaires nigériens, nous avons toujours demandé à ce que les bases militaires étrangères soient chassées. Parce que pour nous, la souveraineté d'un État repose sur sa capacité interne à pouvoir assurer sa propre sécurité, à pouvoir assurer son propre développement, à pouvoir institutionnaliser des institutions qui sont animées par des hommes et des femmes qui sont des patriotes, qui sont des Nigériens et des Nigériennes pour pouvoir aller vers le développement. Mais ça, tous les gouvernements ne nous ont toujours pas compris. Mais avec l'arrivée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ils ont très rapidement compris qu'il faut que les bases militaires étrangères quittent notre sous-sol. Et ça, c'est une action, nous, au niveau de l'Union des scolaires nigériens, parce que beaucoup ne comprennent pas la position de l'ISN. Nous voilà en réalité l'action que le gouvernement a posée, que le président de la République a posée, qui nous a convaincus de cette démarche. Et jusqu'à preuve du contraire, l'ISN va toujours être aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie parce qu'on a compris que nous avons la même idéologie. D'accord, avec le CNSP. Oui, avec le CNSP. L'ISN est une organisation marxiste-léniniste qui est anti-impérialiste, qui est panafricaniste. Et aujourd'hui, toutes ces choses-là, que ce soit le panafricanisme, que ce soit l'anti-impérialisme, ça se retrouve dans les actions du CNSP. Donc voilà pourquoi nous sommes avec le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. D'autres actions qui ont été posées, c'est depuis la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, il y a eu la réflexion de mettre sur pied le fonds de solidarité pour la sauvegarde. Le fonds de solidarité. Beaucoup négligent le fonds. Mais le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, c'est vraiment une institution qui mesure, si vous voulez, un peu le patriotisme des Nigériens. Tout à fait. Et récemment, j'ai vu, en termes d'action concrète, la modification de cette ordonnance qui fait que qu'on a institué le prélèvement à la source sur les salaires des Nigériens. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment des actions qui vont permettre à ce que les Nigériens comprennent que si nous voulons réellement le développement, il faut que chacun puisse contribuer à sa façon. Oui, tout à fait. Parce que tant que tout le monde ne contribue pas, nous allons toujours revenir à la case de départ et ce qui n'est pas bon. L'autre aspect sur lequel je voudrais intervenir, c'est par rapport, parce qu'on a dit que nous voulons un Niger refondé. Nous voulons vraiment un Niger nouveau. Nous voulons vraiment aller vers le développement. Et là, le président de la République a compris que il ne peut pas y avoir de développement, en tout cas au Niger, tant qu'on ne revient pas à la source, la culture de la terre. D'où le programme de la grande irrigation. La grande irrigation, aujourd'hui, elle a montré, en tout cas, toute son importance. Tout à fait. Parce que tout au long de l'année 2025, le Niger n'a pas connu de poche. Des famines. De périodes de soudure. Des périodes de soudure. Tout à fait. Et ça, c'est la toute première fois. Oui, c'est pour la toute première fois. Parce que moi, je suis agronome de formation. Ah oui, d'accord. Nous avons beaucoup de chiffres dans les années antérieures où, à chaque fois, malgré en tout cas la saison pluviale qui aura été bonne, le Niger a toujours fait face à des difficultés. Des périodes de famine, des périodes de soudure qui font que la population souffre. Mais aujourd'hui, le président de la République a compris que c'est à travers la terre que nous pouvons nous autosuffire d'un point de vue alimentaire. Et c'est pour cela nous avons salué cette action, cette initiative comment on appelle ça, de la grande irrigation qui allait permettre effectivement à notre pays d'assurer sa souveraineté alimentaire. L'autre aspect sur lequel je voudrais également comment on appelle ça, me prononcer, c'est par rapport surtout à un aspect qui me tient à cœur et qui est éminemment important. Vous allez le remarquer quand vous voyagez, quand vous partez vers Tintabaraden ou bien vers Abalak ou bien vers Bermo, vous allez constater que pratiquement chaque jour du marché, il y a un nombre incalculable de bétail qui sortent de notre pays. Et ça, c'est un véritable gâchis. Et c'est pour cela, je pense que l'État
doit mettre un accent particulier pour mettre en place des abattoirs frigorifiques un peu partout. À l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays et au niveau des zones pastorales où il y a cette transition des bétails. Parce que le Niger vend, comment on appelle ça, des animaux sur pied. Ce qui n'est pas du tout économique. Oui, bien sûr. Parce que la majorité des pays qui achètent, c'est de la viande qui les intéresse. Bien sûr. Dans l'écrasante majorité. Alors que si nous avons des abattoirs, nous pouvons installer des industries qui vont transformer les cornes pour faire des objets de luxe, des ornements. Nous pouvons transformer la peau. Nous pouvons également les entrailles là. On n'a pas besoin, quelqu'un qui a besoin de la viande n'a pas besoin d'entrailles. D'accord. Donc, ça c'est l'agronome qui parle. Oui, quand on fabrique des usines, on peut transformer ces entrailles là pour pouvoir en tout cas mettre sur place comment on appelle ça, des compléments alimentaires ou bien des aliments qui peuvent être facilement conservés et qui peuvent être consommés par la population nigérienne. Donc ça, vraiment, ce sont des actions sur lesquelles notre État doit vraiment mettre un accent là-dessus. L'autre aspect sur lequel je voudrais aussi intervenir, c'est par rapport à l'aspect sécuritaire. Parce que sur le plan sécuritaire, il faudra le dire, avant le 26 juillet, la situation sécuritaire était telle que le Niger, c'est-à-dire il repose vraiment sur l'Occident pour pouvoir assurer sa sécurité. Mais depuis la prise de pouvoir par le CNSP, nous avions décidé, malgré toutes les difficultés qui peuvent être liées à cette mission, de pouvoir assurer la mission, la protection, la sécurisation de l'intégrité de notre territoire national en se basant exclusivement sur nos forces de défense et de sécurité. Et ça, quand vous allez faire un bilan, vous allez très vite vous en rendre compte, comparativement à l'avant. Où il y a la présence des forces étrangères. Où il y avait la présence des forces étrangères qui, on estimait qu'ils avaient tous les matériels et les techniques de pointe pour pouvoir dénicher n'importe quel terroriste qui aurait été caché dans n'importe quelle contrée de notre pays. Il n'en est rien. Il n'en est rien. D'accord. Mais quand l'État avait décidé de reprendre les choses en main, on a constaté que vraiment il y a eu une avancée malgré les difficultés. Oui, tout à fait. Les difficultés sont là parce que ça ne sert à rien de dire que sur le plan sécuritaire il y a eu des évolutions sans pour autant décrire les difficultés qui sont autour de cette question de sécurité. Donc vraiment en dehors des attaques de Fambita et de Manigongo qui ont été des attaques meurtrières, quand même il y a eu vraiment une sorte d'avancée significative de nos forces de défense et de sécurité qui ont fait des inscriptions et qui continuent effectivement de travailler pour que l'intégrité de notre territoire soit bien protégée. Donc voilà un peu de façon générale les actions que moi vraiment je vous avez pu retenir pour l'année 2025. Que ce sont des actions qui sont très concrètes et que nous souhaiterions à ce que d'autres actions beaucoup plus concrètes soient vraiment impulsées au cours de l'année 2025. Notamment. Ça vous m'amenez, puisque vous évoquez le sujet, vous m'amenez maintenant à poser cette question. Quelle perspective pour l'année 2026 et même les années à venir dans ce élan que vous venez de citer pris par le CNSP? Les perspectives pour l'année 2026. Vous évoquez vous-même. Voilà, eu égard de toutes les difficultés que nous avons rencontrées au cours de ces deux dernières années. Et également, eu égard aux actions concrètes qui ont été posées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous estimons que pour que l'année 2026 soit véritablement une année qui aura permis aux Nigériens de comprendre qu'effectivement nous sommes dans la refondation, il va falloir à ce que l'État nigérien, le président de la République notamment, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, puisse créer les conditions pour insuffler une gouvernance institutionnelle et politique sans bavure. Sans bavure. Parce que l'intention, le projet, l'idée de comment on appelle ça, de la refondation du Niger est là. Les instruments juridiques sont installés. Mais il faut qu'il y ait des hommes. Il faut qu'il y ait des hommes. Des hommes qui soient capables de pouvoir conduire la politique de l'État. D'accord. Et pour cela, on n'aura plus besoin de faire des erreurs ou on n'aura plus besoin de pardonner des erreurs. Parce que les Nigériens ont besoin de voir certaines choses de façon
visible, se matérialiser de façon concrète. Matérialiser de façon concrète. Okay. Et pour cela, nous proposons à ce qu'il y ait disons des examens par secteur. D'accord. Il faut qu'il y ait vraiment une certaine prise en charge par rapport aux différentes missions qui auront été assignées par secteur au niveau de chaque responsable. D'accord. De la plus grande responsabilité à la plus petite responsabilité. Celui qui aura failli, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il soit changé. Et ça, ce qu'il faut faire, c'est que déjà nous avons une année 2025 qui venait de s'écouler. Tout à fait. Prenons alors cette année 2025. Qu'est-ce qui a été attendu de tel ministère, de tel ministère, de tel ministère, de tel gouverneur, de tel AD, de tel secrétaire, de tel inspecteur, de tel directeur d'école, de tel directeur de telle institution, pour voir qu'est-ce qui a été exécuté et qu'est-ce qui ne l'a pas. Et tous ceux-là dont leur bilan n'est pas fameux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les remercier. Il faut les remercier. Nous sommes à refondation, nous ne sommes pas dans un système de politique, nous ne sommes pas dans un système de parti politique où même quand tu échoues à ta mission, on te maintient juste parce que quelque part tu auras mobilisé 20 000 personnes, 30 000 personnes pour avoir tel siège ou tel siège. Donc il faudra vraiment que cette année, l'année 2026, le mois de janvier et de février puisse servir de cadre les tout premiers mois pour diligenter une enquête sérieuse par rapport aux différentes missions. Il faut insuffler un nouveau souffle. Mais bien sûr, par rapport aux différentes missions qui sont assignées à chaque ministère, à chaque responsable. La plus petite portion des responsabilités, il faut qu'on vérifie, voir qu'est-ce qui a été fait. Très bien. Et est-ce que ce qui a été fait, est-ce que cela peut permettre à ce que la personne puisse rester à son poste pour poursuivre. Il y a une maxime qui est éminemment importante qui dit que tout changement, toute révolution, elle passe par 3 étapes. La première étape, c'est d'abord la raillerie. Et si vous prenez depuis la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, beaucoup ont ri du Niger. Beaucoup ont estimé bien sûr, il y a même des Nigériens qui avaient estimé que notre pays ne peut pas tenir 2 semaines. 2 semaines. Et pourtant, on est là. Les archives sont là, mais pourtant, nous sommes là. Donc, on a été vraiment raillés par souvent des Nigériens, par souvent des voisins, c'est-à-dire au niveau de nos pays, et souvent par des Occidentaux. Ils ont estimé que non, et là, ils ne peuvent pas faire de la révolution. Mais quelle est la matière grise qu'ils peuvent utiliser pour faire de la révolution ou pour faire de la refondation? Et par la suite, la maxime dit que toujours la deuxième étape, c'est les critiques. C'est la phase dans laquelle nous sommes actuellement. Aujourd'hui, c'est la hier qui disait que c'était impossible pour notre État de tenir 2 semaines, ou c'est là qui disait que non, c'était impossible, on ne peut pas changer le Niger, on ne peut pas refonder le Niger, on ne peut pas développer le Niger, en tout cas pas à travers ce qu'ils voient, parce que même ceux qui dirigent aujourd'hui, auparavant, ils étaient ceci, ils étaient cela. À chaque action posée par l'État, vous allez voir un déferlement des critiques venir. Vous allez voir, dès qu'une action est posée, vous allez voir, ce sont les mêmes gens qui estimaient que c'était impossible. C'est ça, eux qui reviennent pour dire non, en réalité, si c'est de la refondation, mais pourquoi pas on ne fait pas telle chose, pourquoi on fait telle chose. Donc ça, ce sont les critiques. Et la troisième étape, c'est l'évidence. Et moi, je voudrais à ce que l'année 2026, ou les années à partir de cette année 2026, il faut que chaque Nigérien, chaque citoyen du monde puisse se rendre à l'évidence qu'effectivement notre pays a emprunté le chemin de développement, notre pays a emprunté le chemin de la refondation et que la refondation c'est réellement une évidence. Donc il faut que nous passons du discours aux actions. Des actions ont été posées, mais moi je crois plus aux hommes parce que beaucoup aujourd'hui dans la conscience populaire, quand vous prenez, beaucoup vont vous dire bon écoutez, nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons l'or, nous avons ceci. Ça là, ça ne peut pas développer un pays. Je suis désolé. Parce que si ça développe un pays, il y a des pays qui n'ont pas ces ressources, mais qui sont aujourd'hui développés, qui font partie des pays les plus développés de l'humanité. Donc, ce qui fait le développement d'un pays, c'est surtout la composante humaine. Le capital humain. Il faut que chaque Nigérien, partout là où il peut se retrouver, il faut qu'il se dise qu'il a un rôle à jouer dans cette refondation. Merci. Que tu sois cultivateur, que tu sois agriculteur, que tu sois éleveur, que tu sois fonctionnaire, journaliste, médecin, juriste, agronome, quelle qu'en soit ta formation, quel qu'en soit ton métier, tu dois te dire que ton rôle, c'est d'aider l'État du Niger à avancer. Parce que quand tu n'assumes pas ta responsabilité,
Si un seul Nigérien, sur les 27 millions que nous sommes, n'assume pas sa responsabilité, le Niger aura manqué quelque chose. Sûr, il aura manqué un apport qui aurait été apporté par un Nigérien. Donc voilà pourquoi moi je considère que pour pouvoir, en tout cas, que la refondation soit rendue à l'évidence, il va falloir à ce que dans nos politiques publiques, qu'on met le capital humain comme centre de toute réflexion. D'accord. Je vous remercie. Merci Talato. Oui, Ibrahim, qu'est-ce que vous allez sur ces perspectives, rapidement? Sur les perspectives de l'année 2026, bon, pour parler des perspectives, il faut d'abord s'assurer que le résultat qu'on avait obtenu a permis de faire quoi? Ou en étant, qu'est-ce qu'on a eu? On a tous reconnu que effectivement le CNSP a eu à travailler, il y a eu un travail énorme. Il y a eu des actions concrètes. Il y a des actions concrètes. Depuis 2 ans bientôt. Il y a des actions concrètes qui sont faites durant ces 2 ans et que l'année 2025 elle-même, c'était une année au cours de laquelle beaucoup de réalisations ont été faites, beaucoup des efforts de gouvernance sont faits. Maintenant, il se trouve que l'année 2026, les perspectives vont être analysées avec, si vous voulez, plusieurs événements qui viennent s'ajouter. D'abord, il se trouve que le président de la République a effectué le tour du Niger en fin de l'année 2025. C'est ça. Donc, au retour de ces périples du président de la République, où il a eu à constater des visus, il a eu à échanger avec des Nigériens, tout le monde sait que le président est revenu avec beaucoup de choses dans la tête, qu'il doit changer, beaucoup de choses qu'il faut mettre en œuvre pour améliorer telle ou telle chose. On attend le président sur ce point-là, voir quel va être l'avenir du Niger après ce périple, après la grande tournée. Jusqu'ici, c'est là. Les gens attendent de voir ce que ça va donner. Et ça vient, ça coïncide avec effectivement la fin de l'année. Et on voit tout de suite au dernier Conseil des ministres, les autorités nigériennes prennent la décision de proposer un projet de loi portant mobilisation générale des Nigériens, ce qui n'est pas anodin. On voit aussi, à ce même moment, on se rend compte que les 5 ans accordés au président de la République, on semble être au milieu de ces 5 ans. C'est-à-dire quelque chose a été fait, lui il a 5 ans, il lui reste encore. Donc la conjoncture de tous ces événements doit permettre de dégager des perspectives pour 2026. Mais de quel type de perspectives? C'est toute la question est là. Est-ce que le président de la République a pu déceler, constater les insuffisances au niveau de certains secteurs et au niveau de certains responsables à qui il a donné délégation de pouvoir? On ne sait pas, personne ne le sait pour l'instant. Est-ce que le président a pu constater qu'il y avait des hommes compétents avec lesquels il peut forger le Niger de 2026? C'est toutes ces questions qu'il faut regarder pour se dire que on est tous d'accord que nous sommes dans la refondation. Et que les 5 ans donnés au président de la République pour dérouler le programme de la refondation pour le premier quinquennat, ces 5 ans-là, nous avons déjà consommé 2 ans. Alors, ça veut dire que ce qui reste là, on n'a pas droit à l'erreur. Toutes les erreurs commises par le passé, qu'elles soient des erreurs humaines, des erreurs institutionnelles, des erreurs dans tous les domaines, doivent être décelées, détectées, les corriger et nous lancer pour nous projeter dans l'année 2026. Puisqu'on ne va pas accepter. Pendant 2 ans, pour être honnête
tout ce qui a été fait, les gens ont suivi. Tout ce qui a été dit, les gens ont suivi. Je pense que ce travail-là a déjà été fait, à mon sens. Maintenant, comme vous l'avez dit, peut-être c'est d'aller à des actions très concrètes pour les 3 ans qui restent pour qu'il y ait des résultats concrets, parce que c'est ce que la population attend. Oui, mais c'est de ça que je parle. Voilà. C'est-à-dire que ne refusez pas l'idée de faire, de corriger les erreurs, de chercher à les détecter. On est d'accord. Il faut détecter les erreurs. Parce que en 2 ans, je pense qu'on a tout vu, on a tout su. Voilà, c'est largement suffisant pour savoir où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché. Ça, je pense que ce travail a déjà été fait. Là où ça n'a pas marché, là, c'était la faute à qui? Voilà, et vous l'avez dit. Qu'est-ce qui a empêché que ça marche? De la grande tournée du président, il a échangé avec toutes les couches socio-professionnelles du pays. Il a entendu tout. Donc, je pense que ce travail est déjà fait. C'est pour dire que si je suis parti de ce postulat, c'est pour aboutir, selon moi, les perspectives que nous avons. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire un saut dans l'inconnu. Voilà, ok. Et on laisse bien. Ça, au moins, c'est clair. On écarte cette inquiétude-là, cette difficulté de dire qu'on est en train de... On connaît sur quoi nous sommes. On sait ce qu'on doit faire. Le président sait ce qu'il doit faire. Bien sûr. Qui sont capables de l'aider à aboutir, à conduire cette mission dont il est investi par le peuple nigérien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de saut dans l'inconnu. C'est une manière de dire qu'on peut désormais s'estimer. Nous, Nigériens, nous pouvons nous estimer fiers de ce qui a été fait et rassurer de ce que nous sommes, de là où nous sommes en train de partir. Parce que si nous avons d'inquiétudes vers là où nous sommes en train de partir, ça veut dire qu'il y a problème. Mais bien sûr. Alors c'est pour ça qu'il faut écarter ces inquiétudes. C'est clair. Donc si maintenant on voit tout, je l'ai dit l'autre fois. Beaucoup l'ont dit, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Parce que tout le monde sait que actuellement il y a beaucoup de difficultés qui sont là. Qui sont essentiellement dues tout simplement au fait que à certains niveaux, certains responsables n'assument pas leurs responsabilités. Donc ça là, je crois que ça fait partie des choses à corriger pour les perspectives de l'année 2026. L'année 2026 aussi doit être une année, si vous voulez, l'année 2026 doit être une année, si vous voulez, de l'industrialisation du Niger. Je prends un volet, c'est un secteur que je prends. Nous avons fait beaucoup de choses dans les 2 ans là. Mais tout ce qu'on avait fait là, on a d'abord réussi à nous approprier, à récupérer, si vous voulez, je préfère ce terme-là, à récupérer nos matières premières. Elles sont désormais la propriété effective et réelle du Niger, qui ne partage ça avec personne. Même pas avec des firmes nationales qui viennent exploiter et partager avec nous. Désormais, le Niger a la main sur ces ressources naturelles. Mais il se trouve que ces ressources naturelles ne peuvent nous être profitables, nous, Nigériens, que lorsque nous arrivons à les transformer sur place et à vendre le produit transformé à l'extérieur. Sur ce volet-là, il faut le reconnaître, nous avons des résultats qui sont très faibles, qu'on peut corriger. Je suis d'accord que beaucoup des efforts sont faits, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire en industrialisant, surtout que nous sommes désormais dans un cadre confédéral. Même dans la confédération, il faudrait qu'au niveau individuel et comme État, il faudrait que nous soyons capables de travailler à tirer notre épingle du jeu. Parce que si nous n'avons rien à vendre aux autres comme produit fini d'un produit naturel exploité, transformé, ça veut dire que nous allons être dans de la force. Nous avons désormais une banque qui est là, qui peut aider à l'industrialisation des pays. Et donc, je crois qu'il n'y a plus rien à faire que de s'y lancer. Mais en se lançant, il faut savoir comment se lancer. Merci, Merci. Donc c'est vraiment ça. Nous avons des belles perspectives qui sont devant nous. Surtout qu'au fur et à mesure qu'on évolue, on constate que sur le plan sécuritaire, il y a une relative accalmie. Quant à ce qui concerne le terrorisme, je vais dire. Oui, pour les perspectives, rapidement, on va à la dernière question pour merci finir. Beaucoup. En tout cas, très rapidement, Ibrahim. Vous avez déjà dégagé des belles perspectives. Les ressources, les potentialités, ce sont des richesses, à une seule condition qu'ils soient exploités. Nous avons des potentialités agricoles, nous avons des potentialités minières qui sont récupérées. Et donc, en perspective pour aller droit au but, pour aller de manière plus concrète, il faut aller vers le travail. Et on a parlé de l'industrialisation. Bien sûr. Je pense qu'il faut industrialiser. Ceux qui vendent les riz que nous consommons ne sont pas en train de le faire de manière archaïque. C'est de l'exploitation industrielle qui nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de gros moyens. C'est là où nous toujours on propose à ce qu'il y a la grande irrigation, c'est vrai, sur laquelle nous-mêmes en tant que Conseil national de la jeunesse, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage nous a impliqués pleinement. On a été à toutes les étapes de lancement. On a vu, c'est un projet ambitieux à travers donc des grands projets
des grands projets mis dans la grande irrigation qui portent l'ambition. Mais ce que nous voulons, en dehors de cette grande irrigation, qu'il y ait une ouverture à des privés pour exploiter la terre du Niger. Nous avons énormément de terres agricoles qui sont là à la portée des populations qui ne peuvent pas les exploiter parce que les moyens mis et utilisés ne sont pas à la hauteur. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis, en dehors des projets programmes portés par l'État du Niger? Il faut dégager des terres agricoles, les redonner à des privés pour faire une exploitation industrielle, la transformer au Niger, la revendre au Niger moins cher pour sortir pour assister vers la souveraineté alimentaire dont on parle. Parce qu'on a les potentiels en terre. Bien sûr, on est d'accord. Ensuite, au niveau des potentialités minières, là aussi, de faire ouverture avec tout ce que nous avons pour qu'au-delà des États, les privés, les secteurs privés soient... je sais qu'il y a beaucoup de permis miniers qui sont accordés, mais qu'il y ait plus de regards pour que les retombées qui reviennent dans les secteurs miniers soient investis dans des projets, des jeunes. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui ont été beaucoup formés. On a beaucoup investi dans la formation entrepreneuriale des jeunes. Le concept entrepreneurial, on en a dit. Aujourd'hui, ils sont à la formation, ils ont acquis des compétences, mais ils n'ont aucun fonds pour démarrer. Et donc, si on fait les ratios, si on prend les fonds investis dans la formation et les fonds investis dans l'accompagnement, il y a un grand écart. À mon avis, malgré l'importance unanime de la formation des jeunes dans ces domaines, il faut à un moment s'arrêter pour dire on a formé combien, dans combien de secteurs, on a accompagné combien. C'est leur accompagnement, la mise en place effective sur le terrain des entreprises qui va nous permettre de gagner un résultat comptable. Et c'est pourquoi nous voulons, à ce que dans les perspectives de cette année, qu'il y ait l'objectif de mettre en place quelques entreprises des jeunes au Niger, nouvelles, dans des secteurs différents, agricoles, technologie, numérique, tout, avec des très bons projets bancables qui portent et qui peuvent nous permettre de gagner des résultats en termes de création d'emplois, en termes aussi de la création de richesses dans notre pays. Et nous voulons que ce soit un fonds de l'État qui le fait. Parce que jusqu'à présent, ce qui s'est fait, ce sont des partenaires avec des objectifs inconnus, qui prennent des miettes, mettre dans des banques, prendre des jeunes, ils les manipulent avec des miettes et qui ne nous permettent pas de gagner des entreprises pérennes et qui existent. À mon avis, si on crée un fonds de garantie de l'État qui permet de financer des entreprises fiables qui portent avec des objectifs clairs, en un an, on peut sortir avec un chiffre qu'on va dire pour l'année 2026, nous avons créé telle entreprise dans tel domaine et voilà le nombre d'emplois créés. Et j'insiste vraiment que nous, dans la perspective, l'accompagnement qu'on peut faire, c'est dans ce sens. C'est dans la cartographie des ressources humaines, jeunes qu'on a, qui sont prêts à agir et qui ont besoin d'être accompagnés pour donner du résultat. C'est un énorme succès que nous avons, que cette population soit là et avec nous. Et la fuite de ceux qui n'ont aucune opportunité qui partent, ça nous met mal à l'aise. Parce que le nombre, la démographie de la jeunesse, il faut profiter de manière positive. Aujourd'hui, on a eu la chance que cette population, cette frange est en train d'être canalisée. Il faut l'utiliser dans le bon sens. Il faut la prendre et déjà on a les potentialités. Donc investir dans les potentialités pour créer effectivement des opportunités pour qu'on soit en mesure de dire concrètement voilà les résultats concrets, voilà les chiffres qu'on a. On va avancer pour finir. Le gouvernement a décrété une mobilisation générale sur l'ensemble du pays, le temps d'organiser un débat sur ce sujet, notamment sur les tenants aboutissants de cette décision. Quel est votre commentaire? Et vous profitez pour finir en donnant votre message. Voilà, c'est la dernière question. Voilà, merci. Je pense que vraiment c'est la mobilisation. Elle va de soi. Nous, on a déjà... On sait que s'il y a cette mobilisation, on compte beaucoup plus sur cette jeunesse. Bien sûr. Vous êtes membre et vous êtes président du Conseil national, donc on compte beaucoup sur votre jeunesse. Alors déjà, on s'est joint au Conseil consultatif de la refondation qui a un programme d'aller sur le terrain. Sur le terrain, ça c'est nous aussi, on a appris et on est en train de réfléchir sur quelle est la part que nous allons donner. Sachant que les questions sécuritaires
Et les questions de défense, ce n'est plus pour les autorités, ni politiques, ni les forces de défense et de sécurité. C'est une affaire de tous. C'est l'apanage de toute la population. Et nous, on le fait déjà. D'accord. Nous voulons seulement l'accompagnement pour qu'on puisse canaliser. Voilà, de manière. On travaille déjà avec la chefferie au niveau local, avec les autorités administratives, avec les différents AD, pour que les jeunes qui sont avec eux soient plus impactants, plus proches de ces populations pour sortir les jeunes et les conduire sur le terrain. Donc à tout moment, la mobilisation elle est faite. Nous, on est prêts. On va aller sur le terrain, de région à région, pour porter le message. Mais avant, Ibrahim, je pose cette question en tant que président du Conseil national. Est-ce que ces jeunes sont aujourd'hui conscients de ces menaces de déstabilisation? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si le gouvernement a décidé de décréter une mobilisation générale, c'est que quelque part il y a un problème, il y a quelque chose. Et c'est quelque chose là, c'est quoi? C'est quand même ces menaces de déstabilisation qu'on voit au quotidien du Niger et même des autres États de l'AES. Est-ce que ces jeunes ont conscience de cet état de fait ou pas? Alors, les jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une classe de jeunes qui a l'information. Ouais. Ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, ceux qui suivent un peu l'actualité, sur lesquels on va se baser pour aller vers la grande masse et changer les langages. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, les langages qu'on est en français à travers les réseaux sociaux, à travers aussi les télés, n'atteignent pas les grands publics, à mon avis. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà un premier niveau important qu'on a, ceux qui ont l'information, qui comprennent ce que vous venez de dire, on va les utiliser pour aller sur le terrain et sensibiliser la grande masse. Et faire en même temps une cartographie, la liste de jeunes à tous les niveaux qui n'ont que besoin de parler directement avec ceux qui viennent en langue. Voilà ce qui nous a amenés. Voilà ce que nous voulons. Voilà les menaces sur tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et voilà la manière dont, si vous voulez contribuer, qui vous touchez dans vos localités. Comment vous allez coordonner avec lui et que l'information parte. Nous avons, comme je l'ai dit, un canal très bien structuré qui nous permet d'aller vers ces jeunes. Et la grande majorité, c'est à elle maintenant qu'il faut aller vers la mobilisation. D'accord. Et c'est faisable. Dès qu'on fait une descente, on verra bien, puisqu'on va suivre cette mobilisation générale, que ce soit ici à Niamey ou dans les autres villes du Niger. À votre question, je pense que la grande majorité ne comprennent pas. Ceux qui comprennent, ils sont là. Et souvent, c'est eux qui manipulent les autres à des fins qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'ils ont l'information, ils l'utilisent. Ils ont l'information, ils l'utilisent à leur convenance. Et si on prend la même chose, on les utilise pour aller sensibiliser les autres. Donc ça va nous permettre vraiment de canaliser les maximum. D'accord. Votre message en cette série de nouvelles rapidement? Que vraiment cette année soit du résultat, comme on l'a dit. Concret. Et que nous, on puisse voir dans la même vision l'intérêt général l'intérêt supérieur de notre nation pour aller impacter. Nous, on est prêts, on est sur le terrain, on est engagés et que nous appelons nos jeunes qui sont de toutes les contrées pour encore une fois la mobilisation autour des idéaux de la République. Merci. Oui, Nomewa, qu'est-ce que vous allez dire rapidement par rapport à cette question de mobilisation générale? Pour moi, c'est arriver à point nommé. Pour tous ceux qui suivent l'actualité, ceux qui font des recherches. J'ai bien précisé qu'il y aura un débat spécial, un débat spécifiquement par rapport à cette mobilisation générale. Bien sûr, il y aura un débat, ou des séries même, par rapport à cette mobilisation générale. Donc c'est pour ça de lire quelques mots très rapidement. Oui, parce que pour ceux qui font, ceux qui suivent l'actualité et qui font des recherches, on se rend compte que la menace elle est réelle. Or, la mobilisation générale, c'est une mesure exceptionnelle que les autorités peuvent prendre ou décréter lorsque une menace imminente s'annonce, plane sur le pays. C'est un moyen d'action pour essayer de prévenir ou de contrer une situation qui peut être là. Là, il faut le dire, le gouvernement a décrété, a pris le projet de l'ordonnance relative à cette mesure générale en attendant de voir maintenant l'effectivité de la mesure elle-même, que ce soit du point de vue procédural ou bien concrètement sur le terrain. Comment est-ce que les gens pensent? C'est extraordinaire de conseil consultatif sur ce sujet. Justement. Et les conseillers, ils ont tous approuvé cette mobilisation générale et ont promis d'aller sensibiliser les populations par rapport à ça. Je pense que tout est lancé. C'est bien. Les conseillers ont fait des propositions, ils ont fait les débats, c'est bien. Et c'est surtout à ce niveau, M. Abdoulaye, que je
vais insister. Je ne souhaiterais pas seulement qu'on soit toujours, qu'on limite les actions de l'État sur les quelques institutions et organes. Je souhaiterais à ce que le CNSP et le gouvernement, à chaque fois quand il y a des questions d'intérêt national, qu'il y ait des actions concrètes sur le terrain au profit de la population. Au niveau de la sous-région, il y a une menace réelle qui est là. En attendant que le gouvernement divulgue certaines de ces informations, mais il y a des informations que tout le monde peut voir. Tous les acteurs qui s'intéressent à la chose publique peuvent le voir. On a vu tout récemment, dans une même période, vous avez constaté, nous sommes dans une confédération. On a constaté au Mali, c'est de la même semaine où l'Union africaine dit que lance un appel à la communauté internationale de venir aider le Mali, faute de quoi Bamako sera prise par le GIE. Tout le monde a entendu ça. Il aurait fallu que les autorités maliennes prennent la parole pour essayer de démentir, dire que d'abord le Mali n'est pas demandeur. Les autorités maliennes n'ont pas demandé cela. Et que ce qui est dit là, c'est juste vraiment une annonce. Une couverture. C'est une annonce pour des fins dont les autorités maliennes ne savaient pas. Et on a vu, c'est dans cette même période que Donald Trump, à bord de son avion, a annoncé qu'il y a des chrétiens qui sont en train d'être tués au Nigeria. Et juste, il a annoncé ça, on voit quelques semaines plus tard, sans préavis, sans concerter qui que ce soit, les forces américaines viennent bombarder le nord du Nigeria, en frontière avec le Niger. Et dans le narratif, effectivement, dans le poste de Donald Trump, il est relatif. Il dit que les forces américaines ont intervenu au Nigeria pour bombarder avec précision les sites où se trouvent des terroristes. Lesquels terroristes qui venaient, dit-il, du Sahel, du corridor du Niger, du Mali et du Burkina. C'est ce que Donald Trump avait dit. Et on avait vu plus tard aussi, c'est à ce moment-là, les autorités nigérianes sont sorties à travers le ministre Youssoufa qui disait que oui, effectivement, c'était une action coordonnée, tout ça là. Ça veut dire que les autorités nigériennes sont d'accord que l'armée américaine prenne position au niveau du Nigeria et mener des actions contre des terroristes dont on a déjà désigner leur provenance. C'est très important. Il faut que les gens le comprennent. Déjà, Donald Trump a désigné d'où viennent ces terroristes. Or, on sait qu'au Niger, au Burkina et au Mali, aucun de ces pays ne produit des terroristes. Par contre, on sait aussi que les terroristes qui nous dérangent, qui endeuillent nos populations ici, sont la fabrication de Al-Qaïda. Et on sait qui a créé Al-Qaïda, c'est les États-Unis. Donald Trump lui-même, lors de sa campagne, avait déjà dénoncé la création et le soutien d'Al-Qaïda donné par l'administration Obama en son temps. Donc ça, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, on voit plus tard, j'ai vu plus tard qu'avant-hier, il y a des choses là, sont 12 heures, les médias mensonges ont déjà pris le relais de ce que Trump voudrait faire. Et j'ai vu Serge Daniel qui fait un tweet pour dire que au Niger, une chrétienne et son époux ont été assassinés. Donc c'est pour dire que c'est des choses qui sont planifiées, qui ont été... Il y a une logique en cela. On l'avait dit depuis un certain temps qu'il y avait une planification qui est en train d'être faite par l'OTAN pour déstabiliser le Sahel. Les gens n'avaient pas pris ça au sérieux. J'ai même vu à des milieux où, quand vous les écoutez, ils disent qu'à chaque fois, le président, quand il parle de sécurité, il parle de la France, il fait la stigmatisation. À l'époque, les gens ne comprenaient pas que, en fait, les interventions occidentales, c'est planifié. Et il y a toujours une suite de la planification. Malheureusement, je crois que nous sommes en train d'arriver à ce qui a été planifié. D'où l'importance de cette mobilisation générale, d'où la nécessité de faire en sorte que les activités de cette mobilisation générale soient structurées. Il faudrait permettre à ce que les Nigériens soient sensibilisés de la plus belle manière afin que chacun prenne ses responsabilités. Parce que la seule ici que nous avons, c'est le peuple là. C'est la mobilisation populaire. On a compris. Maintenant, votre message rapidement, en une phrase, le message au sein de cette nouvelle année, pour finir. Mon message au sein de cette année, nous l'avons déjà fait à d'autres occasions, mais ce n'est pas de trop. Nous souhaitons à ce que l'année 2026 soit pour... d'abord le peuple nigérien et au-delà le peuple de l'AES et le peuple du monde, que ce soit une année d'abord de paix. De tranquillité, une année de sécurité, de santé surtout, et une année de prospérité. D'accord. Merci. Oui, Talata, on finit avec vous.
Très rapidement, en quelques mots sur cette mobilisation, donc je précise qu'on va revenir puisqu'on aura à organiser des débats par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc vraiment, c'est juste avoir votre petite idée sur cette mobilisation générale. Merci beaucoup. Donc moi... Puisque je sais que l'USN aussi a un grand rôle à jouer par rapport à cette mobilisation générale. Tout à fait. Voilà, ok. Donc j'essaierai juste dans la position de dire que cette mesure, elle est vraiment une mesure qui est éminemment importante. Importante, ok. Parce que c'est en réalité un cadre juridique qui est créé en cas de situation d'extrême. Il faut prévoir. Voilà. Il faut prévenir. Donc si le cadre n'est pas créé, voyez-vous, vous savez toute la tracasserie qu'il y a dans les procédures administratives, dans les procédures judiciaires et autres. Au cas où une situation va exiger ou va nécessiter à ce que cette mobilisation-là soit démise, eh bien, on serait déjà préparé, on serait déjà en avance. Donc ça permettra effectivement à notre pays de pouvoir coordonner les actions pour que chaque Nigérien puisse contribuer à la défense de la patrie. Parce que c'est une mesure qui est tout à fait légale et qui s'est fait dans plusieurs autres pays. Si vous prenez à l'Ukraine par exemple, en 2022, l'Ukraine a décrété cette mobilisation générale, mais elle-même totale, parce que l'Ukraine, c'est vraiment de façon totale. La Russie également, en 2022, elle a décrété. Bien sûr. L'Algérie, dans ses institutions, dans ses documents de fonctionnement de l'État algérien, il est prévu cette mobilisation générale. En France également, il est prévu. Et si vous prenez, comme on est dans l'élan de la Confédération AES, donc au Mali, au Burkina, cette mobilisation a été déjà décrétée depuis. Donc le Niger a vraiment un peu tardé, mais ce n'est pas aussi tard que ça, parce que cela témoigne tout simplement de la maturité politique de notre État. Parce que chaque chose, si vous prenez dans la chronologie des actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a une certaine maturité politique. Rien ne se prend au hasard. Et rien ne se prend juste pour dire que nous aussi, nous allons nous lancer dans tel ou tel. C'est exact, il faut mûrement réfléchir. Action posée par les CNSP, quand vous prenez, c'est vraiment une action qui est très bien réfléchie et qui est prise à point nommé. Donc vraiment, cette mobilisation générale, à mon sens, c'est tout simplement l'installation d'une base juridique sur laquelle notre État peut se reposer au cas où notre pays serait menacé. Quel rôle va jouer l'USN? Le rôle que l'USN peut jouer a toujours été le même. Nous avons toujours été de ceux-là qui estiment qu'il faut être à l'avant-garde de la protection de notre État, de la protection de nos institutions, de la protection de l'intérêt général. L'USN sera, Inch'Allah, la sentinelle de cette mobilisation. Parce qu'il n'y a pas une structure au Niger, parce qu'il faut bien le préciser, il n'y a pas une structure au Niger qui peut avoir la force et la capacité que peut avoir l'USN. Donc en ce sens, nous à notre niveau, nous allons nous évertir, parce que nous, les canaux de transmission d'informations sont très fluides. Nous avons l'avantage que pratiquement tout l'ensemble de nos militants sont des instruits. Donc du coup, en termes de facilitation, en termes de passage d'informations d'une personne à une autre, les canaux vraiment sont bien définis. Et en plus de cela, notre organisation elle est structurée en plusieurs étapes, en plusieurs étages. Nous avons au plus haut sommet les CDISN et nous avons les sections, nous avons les sous-sections, nous avons les délégations, nous avons les commissions. Donc pour dire qu'en réalité, nous à notre niveau, nous allons dans un premier temps essayer de tenir dans un premier temps un atelier de formation au siège pour former ce qu'on aurait appelé les pionniers de la mobilisation générale. Et c'est ces pionniers-là, on va arriver au débat général, qui vont essayer de partir vous aurez l'occasion au cours du grand débat qu'on aura fait sur cette question d'exposer tout ça. Pour pouvoir expliquer, parce qu'il ne faut pas trop vite se lancer dans les interprétations. Bien sûr, la mobilisation générale, nous sommes en train de donner on voit bien que vous êtes en train déjà de vous préparer. Mais il y a, comment on appelle ça, il doit y avoir en principe des formations sur qu'est-ce que ça signifie, quelles sont ses attributions, que doivent faire les populations pour que cette mobilisation-là soit réussie. Le CCR va prendre toutes les mesures. Donc, vraiment,
pour finir, moi, le message que j'ai... Au sein de cette nouvelle année. Le message que j'ai à adresser à l'endroit de la population nigérienne et à l'endroit de notre gouvernement, à l'endroit du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, je souhaiterais dans un premier temps une longue vie au président de la République, le général d'armée, chef de l'État, pour qu'il continue en tout cas à mettre en œuvre la politique qu'il est en train de conduire. Je souhaite également une très bonne mission à l'ensemble des membres du gouvernement et à l'ensemble des services déconcentrés pour que chacun puisse assumer sa responsabilité, pour que chacun puisse assumer sa mission. À l'endroit de notre population, je souhaiterais que notre population puisse continuer à observer la résilience dont elle a fait montre durant ces 2 années et demie et de créer les conditions également pour que cette population puisse enfin vivre l'opulence, puisse enfin se soustraire de ces stigmas, de considérer que nous sommes dans un état où l'insécurité est en train de sévir, que la population puisse vraiment se sentir en sécurité partout là où elle se trouve et que les activités quotidiennes de toutes les populations puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Je formulerai également le vœu à ceux qui dans les zones d'insécurité, là où vraiment il y a un certain nombre de restrictions de liberté, je souhaiterais à ce que ces zones-là puissent vraiment connaître une évolution en termes de sécurité. Que vraiment les activités ou les interdictions, par exemple, de circuler à moto dans certaines zones puissent revenir parce qu'il y a beaucoup, c'est à travers ces engins-là qu'ils sont en train de nourrir leur famille. Et enfin, je voudrais également formuler le vœu au président de la République, chef de l'État, de revoir la situation des scolaires nigériens. Parce qu'aujourd'hui, vraiment sans parler en langue du bois, quand vous prenez, nous avons des militants qui souffrent, des militants qui ne sont pas mis dans leurs droits, des militants qui ne sont pas mis dans les conditions qu'ils devront être mis. Parce que si vous prenez aujourd'hui, nous avons beaucoup d'arriérés en termes de paiement de bourses, en termes de paiement de frais de formation et en termes également de prise en charge, nous l'avions dit l'autre fois, de prise en charge des frais de formation de nos camarades qui sont à l'extérieur. Il y a beaucoup de Nigériens qui sont à l'extérieur, qui sont en train d'être humiliés, juste parce que l'État du Niger n'a pas versé les frais de formation. Ce message-là va passer. Donc vraiment, au chef de l'État, nous adressons ces messages-là. Également finir, toujours dans le même sens. Je voudrais à ce que l'État nigérien puisse regarder la situation des enseignants. Très bien. Merci pour votre contribution très intéressante à ce débat et tout ce que vous avez dit sur ce plateau en tant que représentant de l'USN à ce débat, parce qu'on voit bien qu'au niveau de l'USN, en tout cas, vous avez pris cette refondation en main, en charge, vous vous souciez du développement de ce pays et tout, ça fait plaisir. Et vous êtes prêt à apporter votre contribution. La preuve, vous l'avez dit, vous avez les mêmes idées que le CNSP et raison pour laquelle vous avez apporté votre soutien au CNSP. Ça fait plaisir de l'entendre. Vraiment, merci. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et Namewa, merci aussi pour votre contribution et tout ce que vous avez soutenu sur ce plateau. On a vu, vous avez bien expliqué cette idée de mobilisation générale qui concerne l'ensemble des populations du Niger. Ce qui est sûr, ça sera le cas. Il n'y a pas d'ambiguïté vraiment par rapport à ça. Et les conseils que vous avez prodigués, j'espère bien que les uns et les autres tiendront compte pour qu'on puisse vraiment réussir cette mobilisation avec les menaces qui sont là. Vous avez donné, vous avez si bien expliqué comment ça, parce que pour les Occidentaux, c'est toujours un schéma concret par-ci, par-là, alors que en vérité, voilà l'objectif visé. Et vous avez si bien expliqué. Et j'espère que l'ensemble de la population, les gens prendront conscience de cette situation pour pouvoir en tout cas être mobilisés et puis faire face aux menaces. Vraiment, merci. Et Ibrahim, merci pour votre contribution et tout ce que vous faites à la tête du Conseil national de la jeunesse. Ça, on avait dit, vous avez assez de structures à l'intérieur du pays qui peuvent bel et bien contribuer au travail qui est en train d'être fait dans le pays. Ça fait plaisir de le voir. J'espère que vous avez promis de aussi continuer cette sensibilisation au niveau de ces jeunes sur lesquels le pays se repose. Parce que vous l'avez dit, on a une population très jeune et c'est qui est un capital très important. Maintenant, sur le bilan que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'il faut faire de 2025 pour pouvoir arriver aux perspectives de 2026, c'est nécessaire pour que chacun sache qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, et puis vraiment apporter le changement que toute la population attend, parce qu'aujourd'hui, la population a beaucoup d'attentes. Et le chef de l'État a entendu pendant sa visite, sa grande tournée, les attentes de ces populations, et lui-même
est totalement d'accord pour répondre à ces attentes de la population. Et j'espère que 2026, ça sera une année charnière pour nous tous où on va voir le vrai changement qui va s'opérer. C'est en tout cas le souhait de tout le monde. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et nous allons poursuivre notre série de débats sur le bilan de l'année 2025 avec d'autres acteurs qui seront sur ce plateau dès la semaine prochaine. Bonne année à tous et excellente soirée. Au revoir.